Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour une fois, vous ne me voyez pas sur mon tapis mais à mon bureau parce qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu du yoga en dehors du tapis, donc un petit peu de philosophie. Vous le savez sûrement, le yoga c'est pas que les postures, c'est pas que les asanas, il y a toute une philosophie, une culture, une histoire qui sont très intéressantes, qui peuvent aussi permettre de changer un peu son rapport au monde, aux autres. Ça peut être très intéressant de se plonger là-dessus quand on pratique le yoga, parce qu'à force de trop rester focalisé sur la pratique physique, je pense qu'on passe à côté de quelque chose de très intéressant et de très important. Petit disclaimer avant de continuer la vidéo, en aucun cas je n'ai la prétention de dire que je connais tout des Yoga Sutras ou de la philosophie du yoga ou de l'histoire du yoga. C'est vraiment juste une interprétation très personnelle. Je vous prie, si vous cherchez des paroles sacrées ou des paroles d'un sage ou d'un gourou, d'arrêter la vidéo et d'aller voir des vidéos de gourous ou de personnes que vous pensez être plus compétentes que moi dans ce domaine. Si vous continuez la vidéo, vous la continuez en connaissance de cause. On va juste avoir une discussion tranquille autour de la philosophie du yoga, sans s'ériger justement en sage ni en gourou, mais en essayant de réfléchir ensemble à comment on peut appliquer un peu la philosophie dans notre vie contemporaine et quotidienne. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux yamas et surtout en particulier à un. Les yamas, c'est quoi? Alors, ça fait partie des 8 membres du yoga et on va dire que c'est les... J'ai pas envie d'employer le mot règle, mais je vais l'employer quand même si je sais que ce n'est pas le bon. On va dire que c'est les règles morales envers les autres. En gros, c'est comment on vit en société. Et dans ces règles-là, on va parler d'asteya. Asteya, c'est un mot sanskrit, vous en doutez, qui se décompose en deux. Donc d'un côté, on a steya, qui signifie voler, et a, qui est une négation. Asteya signifie ne pas voler. Je vous vois venir et me dire que je ne vous apprends rien et que voler, en effet, c'est mal et c'est même puni par la loi. On le sait. Mais on va voir que si cette notion est apparue très très tôt, et on va voir qu'elle est apparue dans le Mahabharata, donc vous savez c'est une grande épopée, on avait parlé d'un passage de cette épopée, la Bhagavad Gita, voilà, elle fait partie de quelque chose de plus vaste. Si vous en souvenez pas, allez dans la barre d'infos, vous allez avoir le résumé de la Bhagavad Gita. Ensuite, elle apparaît dans les Yoga Sutras, c'est vraiment sur la notion de Asteya dans les Yoga Sutras sur laquelle je vais m'appuyer. Ensuite, on la retrouve dans les Upanishads et dans les Védas. Dans les Yoga Sutras, elle est explicitée dans le livre 2, c'est la Sutra 37. Pour les Yoga Sutras, c'est vrai que j'aime beaucoup cette version. Alors elle est en anglais, je ne crois pas qu'elle ait été traduite en français, de ce Swami Satchidananda, parce qu'il donne des, je trouve en tout cas, des conseils qui peuvent être très contemporains, qui sont très simples et pas du tout inapplicables. Donc dans le commentaire en fait de cette sutra, le Swami nous dit que nous volons par cupidité. Nous voulons faire peu et avoir beaucoup. Parfois ça arrive et c'est cool et parfois ça n'arrive pas, même dans la plupart des cas. Il nous dit aussi que si nous nous libérons de cette cupidité, que nous savons apprécier ce que l'on a, et si nous gardons notre esprit calme, serein, par notamment la pratique du yoga, l'abondance viendra à nous. Alors, concrètement, je ne sais pas si c'est si simple, mais en tout cas, on peut se poser la question de qu'est-ce qui vient à la racine du vol. Alors, le vol au sens large du terme, pas juste le fait d'aller voler la poule du voisin, mais vraiment le vol dans le fait de toujours en vouloir davantage, ne pas remercier, utiliser un écrit sans mentionner la source. Tout ça, en fait, c'est des choses qu'on peut faire, notamment sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est super simple de faire ça sur les réseaux sociaux, peut-être même plus que dans la vraie vie, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une facilité de piquer du contenu ou quoi. Moi, je le vois notamment sur Instagram, qui est assez hallucinante. Moi, je fais pas trop attention à ça, mais vous savez, je fais quelques infographies, et souvent, peut-être vous m'avez déjà dit « Ah, regarde, ton infographie, elle apparaît sur un autre site qui arrête pas de voler des contenus d'autres créateurs, donc je l'ai, comme on dit, on peut le signaler, donc je l'ai signalé, mais signale-le toi aussi. Et c'est vrai que quand je tombe là-dessus, je me dis mais c'est quand même bien dommage, les gens premièrement ils ne respectent absolument pas mon travail, en plus de ça ils ont aucun problème à se l'approprier, et c'est quand même très perturbant. Donc au final, pourquoi on peut voler? Alors que ce soit conscient ou inconscient, peut-être qu'à la racine du vol, alors c'est vraiment juste une hypothèse, il y aurait peut-être le fait de se sentir incomplet, de sentir qu'on n'est pas assez. On court après une
personne qui peut nous rendre éventuellement heureux, après des possessions qui, on pense, nous rendront heureux. On court après des diplômes, on court après des métiers, on court après un milliard de choses parce que on se sent pas complet. Si on arrivait à se voir tel que nous sommes, même les jours où on se sent super nul et tout, on est complet. On est complet tel qu'on est. Et finalement, on n'a peut-être pas besoin d'aller toujours chercher plus. Peut-être juste accepter qui on est avec ce qu'on a, c'est peut-être déjà suffisant. Donc du coup, vous allez me dire que c'est un peu théorique et je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc du coup, on va voir comment est-ce qu'on peut pratiquer Asteya, le fait de pas voler dans notre vie quotidienne et aussi sur notre tapis du yoga. Parce que si vous êtes là, je pense que c'est parce que vous pratiquez le yoga. La première chose, et c'est super important, c'est de savoir apprécier ce qui est. C'est tout à fait humain de vouloir progresser, de chercher un peu plus, à s'améliorer, mais ça devient pathologique au moment où on n'arrive pas du tout à être content de ce qu'on a et de ce qui est et qu'on cherche toujours plus et surtout qu'on conditionne notre bonheur au jour où on arrivera à. Comment ça peut se concrétiser sur notre tapis ? Ce que je vois, et je vais encore utiliser une analogie avec les réseaux sociaux, c'est que sur les réseaux sociaux, et je pense qu'il va falloir qu'on change ça, c'est qu'on met en évidence des postures totalement extraordinaires et acrobatiques en yoga, et parfois on peut se dire, je serai bien en yoga le jour où j'arriverai à faire cette posture. Ou on voit une personne qui médite beaucoup et on dit, je serai bien le jour où j'arriverai à méditer 8 heures par jour. Il y a de fortes chances que aucun de ces deux scénarios ne se produise. Et dans ce cas-là, ça peut être bien de simplement observer notre pratique telle qu'elle est, et non pas telle qu'on aimerait qu'elle soit, et de voir les postures qui nous font du bien, et de voir les pratiques de méditation qui nous permettent de garder un esprit plus serein, d'être un peu plus calme. De cette manière, on arrive à apprécier ce qui est, et apprécier ce qui est, c'est tout simplement avoir un petit peu plus de richesse. Ensuite, la deuxième idée qu'on pourrait tester ensemble, ce serait d'essayer de verser un petit peu plus dans le minimalisme. Je vous demande pas de virer la plupart de vos possessions, pas du tout. Mais en tout cas, moi j'ai essayé parce que vous savez peut-être, je vous le fais rapide, on a déménagé et en déménageant on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup trop de choses. Donc on en a profité pour vider et moi j'en ai profité aussi pour repenser ma garde-robe d'une manière un peu plus minimaliste. Je me suis rendu compte que ça nous a fait gagner de l'argent, ça nous a fait gagner du temps et ça me fait gagner de la tranquillité d'esprit. Il y a moins de choses à ranger, il y a moins de choses dans l'appartement. Et tout ça, en fait, ça permet, je trouve, en tout cas, d'être un peu plus apaisé. Et au final, par rapport à la consommation, de réfléchir fortement avant de consommer. On consomme moins, on consomme peut-être mieux, et en tout cas, ça nous permet d'être un peu plus calme par rapport à ce besoin de surconsommation qu'on a beaucoup, notamment en ces périodes de fêtes de fin d'année. Sur le tapis, ce qui peut se passer, c'est qu'on a envie de surcharger ses séances, de mettre plein de postures, ou de faire des méditations très longues, ou de faire des pranayamas extrêmement compliqués et beaucoup d'un coup. Et au final, c'est peut-être pas ce dont on a envie ni besoin, et peut-être que plutôt recentrer sa pratique sur quelques postures mais effectuées avec attention, ça peut permettre vraiment d'être plus minimaliste au final dans sa pratique et de se sentir plus léger, plus apaisé. Ensuite, la troisième piste de réflexion qu'on pourrait avoir sur Asteya, c'est quelque chose d'assez évident, c'est de pratiquer la gratitude. Et justement, avant de demander davantage, peut-être juste remercier déjà ce qu'on a. Je pense que si on arrivait à être un peu plus conscient de ce que les autres font pour nous, de ce que la vie fait pour nous, parfois éprouver de la gratitude, c'est juste être content de voir le soleil se lever le matin. Je pense que ça a beaucoup de richesse. Et peut-être qu'on a moins besoin d'être dans cette envie de surconsommation, de toujours plus. Et sur le tapis, ça c'est quelque chose que j'aimais bien faire et c'est vrai que j'ai perdu l'habitude de faire, mais c'est vrai que au tout début quand j'enseignais, je demandais toujours à mes élèves de penser à une chose pour laquelle ils pouvaient éprouver de la gratitude et ça fait super longtemps que je l'ai pas fait, je me dis que ça va pas du tout parce que je trouvais que c'était une super bonne manière de finir la séance le cœur vraiment rempli. Et j'ai même pas envie de dire léger, c'est vraiment le cœur rempli. Et enfin, la quatrième réflexion, c'est une réflexion sur la générosité. Est-ce qu'au final, le fait de pratiquer Asteya ne passerait pas par la générosité, tout simplement? Après, c'est quelque chose de très compliqué parce que parfois on peut être généreux et puis au bout d'un moment sentir qu'il y a un déséquilibre énorme qui se crée et ne plus se sentir respecté. Donc c'est vrai que la générosité, parfois, ça peut être à double tranchant et c'est vrai que dans un monde idéal,
on pourrait dire que c'est bien de donner tout ce qu'on peut donner, mais dans notre monde actuel, parfois, il faut juste observer l'équilibre. Tout simplement observer son équilibre au niveau de son énergie. Et si on a l'énergie par contre de donner, je pense que c'est important de le faire. C'est important aussi d'apprendre à recevoir. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Et sur le tapis, j'avais envie de vous partager non pas une action à mettre en place, mais une réflexion que m'avait donnée ma prof de yoga Iyengar, Bérénice. Elle m'avait expliqué que elle avait enseigné assez tôt, et même le yoga Iyengar, elle y était venue pas assez tard, mais elle avait déjà fait une grande partie entre guillemets de sa carrière en yoga hatha, et elle apprenait, alors qu'elle apprenait en fait le yoga Iyengar à l'école, elle a commencé à l'enseigner. Elle n'avait pas du tout le syndrome de l'imposteur ni quoi que ce soit. Pour en avoir parlé avec elle, c'était même pas quelque chose qui effleurait son esprit, et il n'y avait pas besoin en fait d'avoir le syndrome de l'imposteur dans son cas, parce que elle arrivait dans ses cours et elle disait ben voilà, j'étais à l'école ce week-end, on a appris ça, donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc déjà c'était totalement clair qu'elle était en train d'apprendre et qu'elle était en train de nous transmettre ce qu'on lui avait transmis. Et elle me disait que ça c'était la méthode indienne, parce qu'elle avait vécu en Inde pas mal d'années, et elle m'expliquait que voilà, en Inde ça se transmettait beaucoup comme ça, c'est-à-dire que limite le fait de ne pas partager ce qu'on t'a transmis, ça revient à du vol. Ça veut pas dire qu'il faut transmettre tout et n'importe quoi, ça peut peut-être juste vouloir dire qu'on peut transmettre les choses de manière imparfaite, simplement en expliquant les limites, simplement en étant conscient de nos limites, en expliquant ce qu'on ne sait pas, et simplement en partageant ce que l'on sait et ce que l'on maîtrise. Et c'est aussi très important de toujours mentionner la source en fait de qui on tient les choses, et c'est pour ça que vous retrouverez en barre d'infos un article dans lequel je vous ai mis mes sources, si vous jamais voulez y jeter un coup d'œil, parce que c'est vraiment important de toujours rendre à César ce qui est à César. Et ça aussi, ça fait partie de Asteya, de ne pas voler. Si jamais cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez en avoir davantage, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir. Et si le sujet de la philosophie vous intéresse, je vous ai mis en barre d'infos un lien vers un programme d'une yogini que j'aime beaucoup suivre sur Instagram. Donc c'est Laura qui nous propose un programme de 10 semaines pour explorer justement les yamas et les niyamas. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à y jeter un œil. En tous les cas, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. J'espère de tout cœur qu'on pourra ouvrir une discussion saine et constructive en commentaire. Et en attendant de se retrouver très bientôt, prenez soin de vous.